Pont-Neuf, émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Rudi Reichstadt, pour un livre dont on parle beaucoup en ce moment, L'opium des imbéciles, paru chez Grasset. Rudi Reichstadt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre s'intitule, pour être plus complet, L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste. Vous partez d'une définition du complotisme qui est très éclairante. L'imposture est une opération de falsification du réel menée au nom de la vérité. Vous mettez le doigt d'emblée sur ce qui est le plus troublant et le plus déroutant dans le complotisme, c'est qu'il prétend être porteur de la vérité. Il s'exprime au nom de la vérité. Oui, absolument. Il y a un effet de dévoilement qui est propre à toute théorie du complot, puisque lorsque vous regardez une vidéo conspirationniste sur Internet, lorsque vous lisez de la littérature conspirationniste, on va en permanence vous expliquer que vous êtes victime d'un mensonge, d'une manipulation, et que le propos que vous allez entendre se fait au nom de la vérité. Donc la théorie du complot, elle vient dévoiler quelque chose de caché. Et donc c'est aussi ce qui fait sa force d'ailleurs, parce que elle se présente comme venant vous enlever, vous ôter vos illusions pour vous faire voir le monde tel qu'il est, derrière les apparences trompeuses, et donc qui produit d'ailleurs un plaisir intellectuel qui est très similaire à celui qu'on peut éprouver lorsqu'on regarde un film d'espionnage ou policier, ou lorsqu'on lit un polar. À la fin, lorsque tout se met en place et que tout d'un coup on a une vision complète des choses, puisque la théorie du complot, elle organise comme ça le réel, elle permet de donner un modèle d'intelligibilité qui est évidemment très insatisfaisant et très fautif, mais quand même un modèle d'intelligibilité qui a le mérite d'être assez simple, assez simpliste en général, assez manichéen, avec le bien et le mal, un principe maléfique, diabolique, et puis de l'autre côté des victimes de tout cela. Donc, si vous voulez, c'est un discours, le discours conspirationniste, qui a des qualités propres, endogènes, d'une certaine manière, et qui le rend justement si dangereux et si toxique. Alors vous prenez des exemples proches de nous, l'attentat de Toulouse par exemple contre l'école aux Aratora en 2012, Philippe Poutou, qui était à l'époque candidat à la présidentielle, qui s'étonne que ça arrive en pleine campagne électorale, où la même année, une professeure d'anglais qui fait observer une minute de silence et qui dit que le lien entre Mohamed Merah et Al-Qaïda a été inventé par les médias et par Nicolas Sarkozy. Rudi Reichstadt, le complotisme a toujours existé de tout temps. Est-ce qu'il y a eu une accélération dans la période contemporaine ? Oui, non seulement une accélération, mais au-delà même de la question de l'accélération, puisque c'est vraiment devenu un révisionnisme en temps réel. Il y a un réflexe pavlovien complotiste maintenant qui est sensible sur les réseaux sociaux quasiment instantanément par rapport à une actualité, à une info qui tombe. Vraiment dans les minutes qui suivent, on a des théories du complot qui apparaissent. Mais c'est pas seulement la rapidité de circulation de ces choses-là qui caractérise l'époque. Ce qui caractérise l'époque, c'est la possibilité historique, la chance historique de cet imaginaire complotiste de prospérer, de se développer et de convaincre beaucoup plus de monde qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la configuration technologique, médiatique dans laquelle nous nous trouvons, baignés, c'est-à-dire celle qui repose sur le triptyque haut débit, réseaux sociaux, y compris plateformes de vidéo en ligne et smartphone, permet, si vous voulez, une démultiplication, mais vraiment sans précédent, des possibilités de ces théories du complot de se développer. Autrefois,
on croyait déjà à ces choses-là. Aujourd'hui, on entre immédiatement, lorsqu'on croit à ces choses-là ou lorsqu'on est séduit par ces idées-là, en contact avec des communautés déjà structurées, de gens, parfois des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui croient déjà à ces choses-là, qui vont vous prendre par la main, vous enrichir en fait vos croyances, vos arguments, les sophistiquer, et qui surtout peuvent constituer comme ça des sortes d'argumentaires en millefeuilles. On sait que l'une des techniques rhétoriques de la théorie du complot, c'est la conglobation, c'est-à-dire le fait de juxtaposer des arguments empruntés à des champs très variés de la connaissance et qui, pris séparément, valent pas grand-chose, prouvent pas grand-chose, mais qui, présentés ensemble, ont un pouvoir d'intimidation intellectuelle très fort qui vient faire naître en vous, et c'est bien naturel, l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que tout ne peut pas être faux. Et donc mission accomplie, puisque la théorie du complot, elle vient précisément insinuer le soupçon, insinuer le doute, y compris sur les choses les plus factuellement avérées et documentées. Alors, une des conditions, dites-vous, que de l'explosion de la théorie complotiste, c'est que l'événement en lui-même soit énorme, soit inédit, soit incompréhensible, mais en même temps, vous dites aussi qu'il n'y a aujourd'hui pratiquement plus un seul événement qui échappe à une tentative de réécriture conspirationniste. Alors, il y a effectivement, pour faire une théorie du complot qui fonctionne, qui marche, il faut un certain nombre d'ingrédients. Un principe maléfique, on en a parlé, une figure de détestation, que ce soit une entité un peu abstraite, ou même complètement chimérique, les Illuminati, le Bilderberg, Big Pharma, la CIA, le Mossad, ce que vous voulez, les Juifs éventuellement. Il faut des zones d'ombre, des choses qu'on peut monter en épingle pour semer le trouble. Vous voyez, il y a dans toutes les histoires des éléments très souvent troublants, des coïncidences qu'on ne peut pas expliquer, etc. Il faut ce qu'on appelle une structure d'accueil, c'est-à-dire une théorie du complot plus vaste, un mythe complotiste plus vaste, englobant, qui va à la fois abriter la nouvelle théorie du complot et l'enrichir et l'alimenter et à l'abri de laquelle elle va croître, si vous voulez. Et il faut, vous avez raison, un événement marquant qui va tous nous concerner, par exemple, mais surtout un événement politisable. Vous prenez la mort accidentelle de Lady Di, elle a suscité une théorie du complot depuis plus de 20 ans maintenant, qui est très populaire. Il y a un tiers des Français qui pensent que c'est un assassinat maquillé, par exemple. Mais parce que Lady Di, elle est foudroyée, si vous voulez, dans un parcours un peu de vie un peu dramatique. Elle est jeune, elle est belle, on la connaît tous. Il y a derrière des intérêts qui sont ceux de la couronne, etc. Donc, on ne veut pas imaginer qu'elle a pu simplement périr d'un banal accident de voiture. En revanche, vous prenez deux événements. La mort de Johnny Hallyday il y a 2-3 ans maintenant, celle de Valéry Giscard d'Estaing annoncée hier. Ce ne sont pas des événements qui vont générer des théories du complot parce qu'on ne peut pas les instrumentaliser politiquement. Parce que d'abord, il n'y a rien de mystérieux dans ce qui est arrivé dans ces deux cas-là. Et ensuite, on voit mal comment on pourrait politiser la chose et en faire une arme rhétorique, vous voyez. Or, il y a beaucoup d'événements qu'on peut politiser à côté de ça. Une épidémie, un attentat, des phénomènes comme le chômage, la pauvreté, une crise économique, etc. Et donc tous ces événements-là, évidemment, n'échappent pas à une relecture, une réécriture, j'ai envie de dire, conspirationniste. Il y a deux écoles au fond sur ce sujet. Il y a ceux qui pensent que les idées les plus justes et les plus raisonnables finissent toujours par triompher. Vous citez d'ailleurs Machiavel qui dit que la plupart des complots sont voués à l'échec et qu'on peut dormir tranquille. Et il y a ceux qui pensent que c'est le contraire, que les idées les plus farfelues refusent de mourir. À quelle école vous appartenez vous-même? C'est très compliqué parce que Machiavel ne parle pas des théories du complot, il parle des complots, des vrais complots, des complots criminels pour prendre le pouvoir, etc. Mais vous avez raison, on peut avoir deux attitudes face à tout cela. Moi, j'ai la faiblesse de croire en la raison quand même, la logique, le fait que les gens sont doués de raison et sont pas tous fanatiques. Bon,
Mais dans des moments de crise, dans des moments compliqués, c'est vrai que ces idées extrémistes, elles peuvent avoir exercé une séduction sur une fraction importante de l'opinion. Et ça, en revanche, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que si vous prenez l'exemple de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où le complotisme, d'une certaine manière, a préparé les conditions, pas seulement, mais a préparé les conditions d'accession au pouvoir de Donald Trump il y a 4 ans. Le complotisme a fini par hystériser une partie de la société américaine qui est aujourd'hui très divisée, qui refuse pour une partie d'entre elles la sanction du suffrage universel. Ça a des conséquences évidemment politiques tout à fait inquiétantes et préoccupantes pour l'avenir. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas pécher ni par optimisme, ni par trop grand pessimisme non plus, parce que le pire n'est jamais sûr, et on le voit notamment avec cette élection aux États-Unis. Trump a malgré tout perdu, quoi qu'en disent ses partisans et lui-même. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a des moments comme ça de fièvre, des moments historiques où les choses peuvent basculer. Voilà. Et donc, on devrait réellement prendre au sérieux ces choses-là, parce que ultimement, ça menace vraiment notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Parce que si vous croyez vraiment que nos représentants démocratiquement élus sont des marionnettes à la solde de puissances obscures qui complotent contre le bien public dans l'ombre, eh bien, vous en arrivez fatalement à remettre en cause le système qui produit ça, et donc le système démocratique. Et puis, dernier point, lorsqu'on ne partage plus la même réalité, le même monde commun, pour parler comme Hannah Arendt, eh bien, le débat démocratique, qui est l'organisation civilisée d'opinions contradictoires, si vous voulez, eh bien, il se condamne à être un dialogue de sourds. On ne peut plus définir ensemble le bien commun. On se regarde en chien de faïence. À ce moment-là, effectivement, on ne peut pas accepter qu'une majorité se dégage, gouverne temporairement. On ne peut vivre cela que comme une dictature, une tyrannie injuste. Et ça favorise des passages à l'acte violents, le cas échéant, ou criminels. Donc, soyons très attentifs à cela. Alors, j'aime beaucoup la phrase de Julien Binda que vous citez. On peut affirmer que ceux-là même qui énoncent telle idée folle n'y croient pas, ils croient toutefois qu'ils y croient, ce qui a le même effet que Et cela revient au même. s'ils y croyaient. Alors, vous dites, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur Donald Trump, vous dites que les électeurs de Donald Trump adhèrent plus volontiers aux théories du complot. Est-ce qu'il y a en France une frange de l'opinion qui est plus sensible à ces affabulations? Oui. Une frange de l'opinion, on peut l'envisager sous plusieurs angles. Si on s'intéresse aux tranches d'âge, par exemple, on s'aperçoit que les moins de 35 ans, qui ont été socialisés politiquement à une époque où ils ont été beaucoup plus connectés à Internet, aux réseaux sociaux, et donc ils ont été plus influencés par cet imaginaire complotiste, parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre le fait de s'informer prioritairement via les réseaux sociaux et l'adhésion plus forte aux théories du complot, eh bien les moins de 35 ans sont plus complotistes, entre guillemets, que les seniors, les plus de 65 ans, en gros leurs grands-parents. Bon. On peut envisager les choses sous l'angle du diplôme ou du niveau de vie. Plus vous êtes issu de catégories défavorisées, plus vous avez tendance à y croire. Plus vous êtes diplômé, moins vous avez tendance à y croire. Ça ne veut pas dire que le diplôme immunise définitivement contre le complotisme, mais en tout cas, ça agit quand même un peu comme une barrière. Bon. En tout cas, ça élève le seuil, si vous voulez. Et ensuite, il y a effectivement la variable de la sympathie politique. On s'est aperçu que les complotistes les plus convaincus, à travers des enquêtes d'opinion, eh bien, sont surreprésentés chez les sympathisants de groupements politiques qui se situent aux deux extrémités du spectre politique, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, mais c'est encore plus vrai s'agissant de l'extrême droite. On a fait un sondage, par exemple, avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès en mars dernier, au sujet de l'origine du nouveau coronavirus qui donne la Covid-19. On demandait aux gens s'ils pensaient qu'il était apparu naturellement ou s'il avait été fabriqué en laboratoire. 26% des gens expliquaient qu'il avait été fabriqué en laboratoire. Et chez les sympathisants du Rassemblement national, on était au-dessus de 50%. Donc
on avait une prégnance très forte de cet imaginaire-là. Voilà. Il y a une question, enfin bon, on vous suit parfaitement dans tout ce que vous dites, y compris, et c'est assez passionnant, les mécanismes du complotisme, l'insinuation, la mise en doute, le mode de l'interrogation, à qui ça profite, etc. Et ou ce que vous appelez, après Léon Poliakov, la causalité diabolique. Là, où on peut avoir un problème, pourquoi dites-vous que ce sont des imbéciles? C'est le titre de votre livre. D'abord, c'est un titre qui renvoie à des formules bien connues. L'opium du peuple, pour parler de la religion, chez Marx. L'opium des intellectuels, pour parler du marxisme, chez Raymond Aron, et à une formule qui est attribuée, en tout cas qui a été reprise à son compte à l'époque par August Bebel, grande figure de la social-démocratie allemande de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui parlait de l'antisémitisme comme du socialisme des imbéciles. Il disait en gros, c'est plus facile de penser que votre ennemi c'est le juif plutôt que de penser que votre ennemi c'est le capitaliste, le bourgeois, etc., l'exploiteur. Bon. Et donc, c'est une formule, l'opium des imbéciles, qui à la fois me servait à montrer, à réancrer cette histoire de théorie du complot dans le champ des croyances, dans le temps long des croyances, parce que ça relève bien de la crédulité et de l'histoire des croyances, si vous voulez, le complotisme, le conspirationnisme, et puis de montrer aussi que c'est une forme, effectivement, de scepticisme des imbéciles, parce que c'est un faux scepticisme en réalité. On est là face à une crédulité bêlante qui se prend, et panurgique, qui se prend pour de l'indépendance d'esprit et qui accuse tout le monde d'être des moutons quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une violence chez beaucoup d'activistes conspirationnistes qu'on sous-estime en général quand on ne les connaît pas, mais qui est réelle. Travailler sur ces questions-là de manière critique, c'est immédiatement être accusé non seulement d'être un complice du complot, qui est dénoncé, mais aussi d'être un collabo, c'est être menacé, être intimidé, etc., avec des arguments d'une très grande ineptie. Donc, si vous voulez, il s'agissait aussi d'être un petit peu provoquant dans ce titre-là. Du reste, je crois que le complotisme fonctionne pour beaucoup de gens comme une béquille intellectuelle. Or, c'est précisément l'étymologie du mot imbécile. Voilà. Imbécile, imbecillus, en latin, ça veut dire sans bâton, sans béquille. Et effectivement, si votre béquille, ce n'est pas la discipline scientifique, la raison, la méthode critique, eh bien, ça peut être le complotisme qui va faire office de béquille à la fois psychologique et intellectuelle pour vous donner un schéma d'interprétation du monde. Donc c'est tout cela que je voulais dire et faire passer à travers ce titre. Et évidemment, comme tous les livres, il faut aller un peu au-delà du titre. Absolument. Ça n'est évidemment pas que l'opium des imbéciles, mais c'est aussi ça. Voilà. Et là, il faut dire, pour finir, que la critique du complotisme vous expose à être la cible des réseaux sociaux et vous avez eu votre part d'insultes et d'agressions verbales. J'aime beaucoup votre fin. On me demande parfois comment je tiens avec toutes ces choses écrites et dites à mon sujet. C'est simple, ma vie ne se résume pas à ma vie en ligne. Quand j'en ai marre, j'éteins. Vous voulez commenter, vous avez 30 secondes. Non, écoutez, c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est-à-dire que, oui, il y a une vie en dehors d'Internet, évidemment, heureusement, il y a plein de motifs de satisfaction aussi en dehors d'Internet, dans la littérature, dans l'art, dans la contemplation, donc il ne faut pas rester trop branché à tout ça, parce que ça peut faire tourner la tête, ça peut également miner le moral. Donc voilà, je pense qu'il est de bonne hygiène que de tourner le bouton de temps en temps et de se déconnecter. Voilà. Merci Rudi Reichstadt. Je rappelle que le titre de votre livre est L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.